Bonsoir à tous, c'est Marcel avec vous sur la chaîne Parole douce nuit. Ce soir, nous allons remonter, tout doucement, des milliers d'années en arrière, à une époque où rien de ce que vous connaissez, ni oreiller moelleux, ni Wi-Fi, ni crèmes hydratantes au parfum de vanille, n'existait encore. Le vent siffle à travers les falaises couvertes de mousse, les insectes crissent dans les buissons épais, et vous, oui, vous êtes recroquevillé dans une caverne sombre, parmi des femmes de la préhistoire qui ronflent paisiblement, la bouche ouverte. Vous vous dites peut-être, oh, ça doit ressembler à ces vieux dessins animés, avec des peaux de bêtes, des feux de camp et des cris dans la nuit. Mais non, la vérité, si vous étiez là, vous ne tiendriez peut-être pas plus d'une journée. À cette époque, une simple égratignure pouvait vous coûter un bras, et si, par malheur, vous faisiez tomber un morceau de viande par terre, inutile de le ramasser, quelque chose de plus rapide et de plus poilu s'en chargerait pour vous. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour respirer. Et si vous aimez ce que je fais ici, vraiment pas par réflexe, laissez un petit j'aime, abonnez-vous, et surtout, dites-moi en commentaire où et à quelle heure vous m'écoutez. J'aime imaginer qu'on s'endort ensemble depuis tant de fuseaux horaires différents. Maintenant, éteignez la lumière. Peut-être laissez tourner le ventilateur, juste pour ce souffle léger qui aide à glisser vers le sommeil. Fermez les yeux et entrons ensemble dans l'histoire de ce soir. Le vent s'est calmé. Une lueur grise s'étire au-dessus de la grotte. Le feu, lui, n'est plus qu'un tas de braise tiède, rougeoyante comme un cœur fatigué. Vous ouvrez les yeux. Autour de vous, les autres bougent lentement. Un enfant gémit dans son sommeil, une femme tousse, un vieil homme grogne et tire sa peau de bête plus près de lui. Le jour s'annonce sans prévenir, pas de chant d'oiseaux, pas de lumière franche, seulement un froid plus vif, une odeur de pierre humide et le silence lourd d'un monde encore endormi. Vous vous redressez, votre dos craque doucement. Sous vos doigts, la poussière de cendre colle à la peau. Vous respirez profondément, la fumée du feu, le cuir, la sueur du clan, un parfum d'animal et de survie, mêlés. Un fil de fumée bleue s'élève, puis la flamme renaît. Vous regardez, fasciné. C'est presque une prière silencieuse. Le feu reprend vie, et avec lui, tout le clan. Les enfants se réveillent en reniflant. Ils fouillent un panier tressé de roseaux, à la recherche de racines séchées. Une femme mâche lentement un morceau de viande dure, et vous ramenez la peau de bête sur vos épaules avant de sortir. L'air du dehors vous gifle doucement. Le ciel est bas, la lumière laiteuse. Sous vos pieds, la terre est froide, couverte de traces, griffes, sabots, empreintes d'hommes et d'animaux. Le monde, ici, n'est pas à vous. Vous n'y êtes qu'une respiration passagère. Le vent du matin s'élève, et sans un mot, la journée commence. La vie quotidienne des femmes de la préhistoire n'avait rien à voir avec les légendes des chasseurs héroïques, ni avec ces images de tigres à dents de sabre rugissant dans les plaines. Non, leur monde à elles était une marche lente, patiente, faite de gestes répétés, de vigilance, et d'un savoir si ancien qu'il n'avait plus besoin de mots. Ce matin, la femme aux cheveux emmêlés s'avance hors de la caverne, un panier tressé sur le dos, un enfant endormi contre ses reins. Vous la suivez. La terre est humide, le ciel encore gris. Les herbes montent jusqu'à la taille. Elle s'arrête près d'un buisson, écarte les feuilles et cueille une grappe de baies sombres, presque noires. Elle en prend une, la porte à ses lèvres, puis vous entend une autre. Vous hésitez. Vous la portez à votre nez, aucune odeur. Alors, prudemment, vous goûtez. L'acidité vous surprend. Puis vient une douceur brève, et enfin le craquement des grains sous la dent. Vous grimacez. Elle rit. Les chercheurs modernes pensent que la plupart des calories de nos ancêtres ne venaient pas de la chasse, mais de la cueillette, et que ce travail-là, patient, silencieux, était surtout celui des femmes. Les chasseurs pouvaient revenir bredouilles, les cueilleuses, jamais, sauf vous peut-être, car vous venez de remplir votre poche de petites boules brunâtres qui, vous le découvrirez plus tard, n'étaient pas des fruits,
mais des excréments de renard séchés. Elle vous regarde, amusée, et son sourire semble dire « Moi aussi la première fois ». La marche reprend, le sol devient plus meuble, plus chaud. Vous passez entre des pierres couvertes de mousse, des troncs creux où bruissent les insectes, des nids d'oiseaux cachés dans les fougères. La femme s'arrête, touche le tronc d'un arbre au bois rugueux, puis entaille doucement l'écorce avec un éclat de silex. Un liquide blanc et visqueux s'en écoule, épais comme du miel. Elle en recueille quelques gouttes dans une coquille vide et vous la tend, vous goûtez. C'est sucré, étonnamment sucré. Cette femme, sans écrire, sans compter, porte en elle une bibliothèque vivante. Quelles racines arrêtent le sang, quelles feuilles soignent la fièvre, quel buisson cache un serpent, et lequel abrite un nid de lézards aux œufs comestibles. Les historiens se demandent encore si les femmes de cette époque n'étaient pas les véritables guérisseuses du clan, les premières médecins du monde, gardiennes d'un savoir transmis par la mémoire du corps. Soudain, elle lève la main. Silence. Un bruit. Un froissement dans les feuilles. Vous vous figez. Votre souffle s'arrête. Le son se rapproche. Une ombre bouge dans le feuillage. Puis, tout à coup, une petite bête bondit. Un furet, un putois, les yeux brillants, la queue tremblante. Il vous regarde, puis s'enfuit. Vous manquez de tomber à la renverse, le cœur battant à tout rompre. Elle rit, doucement. Les archéologues ont même trouvé dans certaines cavernes des traces d'urine humaine près d'empreintes d'animaux. Preuve, disent-ils, que la peur aussi a laissé sa marque. Le soleil monte, la chaleur s'épaissit, votre panier est plein. Quelques racines, des fruits, des bulbes dont vous ignorez tout. Chaque pas devient une victoire muette contre la faim. En haut d'une colline, vous apercevez enfin la caverne, les silhouettes familières et la fumée qui s'élève. Vous vous arrêtez un instant, essoufflé mais fier, le front couvert de sueur, les jambes tremblantes. Elle se tourne vers vous, hausse les épaules comme pour dire « Tu vois, on rentre toujours ». Et en vous voyant trébucher, elle rit encore, un rire clair, fatigué, mais vivant. À ce moment précis, vous comprenez quelque chose. Ici, la survie n'est pas une épreuve héroïque, mais une suite de gestes simples, inlassablement répétés. Ramasser, reconnaître, partager, revenir. Et dans chacun de ces gestes, il y a la promesse silencieuse d'un jour de plus à vivre. De retour dans la caverne, il n'y a pas de repos. Même si vos jambes tremblent, même si vos bras semblent faits de bois mou, les femmes, elles, se remettent aussitôt au travail. L'une brise des noix à coups de pierre, une autre gratte des racines, pèle leur peau fibreuse avec les dents, puis les mâche longuement, comme pour en extraire la vie. Vous vous asseyez un peu à l'écart, les mains inutiles, le regard perdu dans la fumée. Alors, quelqu'un vous tend un éclat de silex et un geste bref. À toi. Votre tâche paraît simple. Frapper, casser, ouvrir. Mais la première noix glisse, rebondit et vous éclabousse le visage. La deuxième casse, mais c'est votre doigt qui saigne. Autour, personne ne rit. Elle continue, leurs gestes sûrs, précis, nés de milliers de répétitions. Une archéologue, un jour, a retrouvé un squelette féminin, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Sur son coude droit, des marques fines, répétées, toujours au même endroit. Ce n'était pas une guerrière, c'était sans doute une femme qui pilait, qui broyait, qui nourrissait. Le travail laisse toujours des cicatrices, même sur la pierre. À côté de vous, une jeune femme fredonne une mélodie étrange, faite de 3 notes, sans parole. C'est une chanson ou peut-être un souffle, un rythme régulier pour accompagner la fatigue. Un enfant reprend le même air, frappant 2 pierres l'une contre l'autre. C'est le son du temps qui passe, celui qui n'a pas besoin de calendrier. Autour du feu, une autre femme détache les fibres d'une plante sèche. Elle les tord, les tresse, en fait une corde, un lien. Chaque objet ici naît d'un reste, os, racines, cendres, peau. Rien ne se perd, tout peut encore servir, même une pierre émoussée, même une coquille brisée. Les chercheurs ont retrouvé en Europe des traces de broyeurs, de mortiers et de petits outils polis, semblables qu'aux à des moulins à main.
Certains pensent que les femmes ont peut-être inventé le premier robot de cuisine de l'humanité. Vous souriez à cette idée, en voyant la femme à vos côtés trier les graines par taille, par texture, par couleur, celles qu'on mange, celles qu'on fume pour éloigner les insectes, celles qu'on garde pour semer plus tard. Chaque graine a sa place. Un enfant vous tend un petit morceau de viande carbonisée, le reste d'hier. Vous le prenez avec reconnaissance. C'est dur, noir, presque amer. Mais en le mâchant, le goût vous réchauffe. Ce n'est pas délicieux, c'est suffisant. Et ici, suffisant veut dire miraculeux. La femme aux cheveux emmêlés remue le feu, ajoute un bois sec. Elle remarque votre main écorchée, écrase une racine dans sa paume et vous applique la pâte sur la plaie. C'est frais, apaisant. Vous relevez la tête, cherchez ses yeux. Elle ne dit rien, mais incline légèrement la tête comme pour dire « Voilà, maintenant tu fais partie du feu ». Vous regardez les femmes autour de vous. Elles parlent peu, mais tout, dans leurs gestes, forme un langage. Broyer, tresser, nourrir, soigner. Elles sont le cœur du clan, le centre invisible où tout revient. Et soudain, une idée vous traverse. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le travail des femmes. C'est le monde qui tourne grâce à elles, sans écriture, sans titre, sans gloire, mais avec persévérance et foi dans les choses minuscules. Le jour décline, la lumière du soleil se glisse jusqu'au fond de la grotte, teintant les visages d'un or chaud. Une enfant rit. Sa mère la reprend doucement, et tout le clan s'apaise dans la lumière du soir. Vous, vous sentez une paix étrange. Vous n'êtes plus spectatrice. Vous êtes là, à votre place, dans le cercle du feu, au milieu des pierres, de la fatigue et de la vie, et c'est assez. Le jour s'éteint doucement, mais ici, rien ne s'arrête. Le soleil se couche, et déjà les gestes recommencent. Ramasser, nourrir, apaiser, bercer. La femme aux cheveux emmêlés porte son enfant dans le dos, serré contre elle par une peau de bête souple. Le petit dort à moitié, respire fort, et de temps à autre pousse un cri aigu, comme un oiseau tombé du nid. Vous la suivez, curieuse, maladroite. Elle s'assoit près du feu. Le bébé gémit, pas de panique, pas de soupir. Elle soulève lentement la peau, offre le sein, et continue d'une main à trier des feuilles sèches. Son regard est calme. Son souffle régulier. Vous détournez un peu les yeux, gênés, mais elle vous lance un regard tranquille, presque amusé. Ici, tout le monde fait ça. Et c'est vrai, ici, nourrir, c'est survivre. Dans ce monde sans calendrier, il n'y a ni congé maternité, ni aide à la parentalité. Les enfants vivent collés à leur mère, partout, toujours. Quand elle pile les racines, ils dorment contre sa hanche. Quand elle va chercher de l'eau, ils oscillent sur son dos. Quand elle rit, ils rient. Quand elle pleure, ils apprennent le silence. Les archéologues ont retrouvé, sur des ossements d'enfants très anciens, de petites marques de dents de lait. On pense qu'ils mâchonnaient tout, os, bois, cuir, tout ce qui tenait dans leurs mains. C'était leur manière d'apprendre le monde, par la bouche, par la douleur parfois, par l'instinct surtout. Un petit garçon joue près du feu. Il essaye d'attraper une araignée. Il rit aux éclats quand elle s'enfuit. Vous criez. Le clan éclate de rire. Ici, on apprend tôt à ne pas avoir peur. Les mères regardent sans intervenir. Elles savent que tomber, se salir, se griffer un peu la peau fait partie de l'éducation. C'est une école sans mots où la leçon est la vie elle-même. Les anthropologues modernes parlent d'éducation naturelle totale. Pas de jouets, pas d'écran, pas de berceau. Seulement le vent, la terre et les bras d'une mère. Et cette tendresse rude qui apprend à chaque enfant comment ne pas mourir. La femme du feu, celle qui veille toujours, se met à chanter. Pas une berceuse comme les nôtres, plutôt un souffle modulé, une incantation douce, faite de sons ronds, qui rappellent le vent dans les pierres. Le bébé cesse de pleurer. Ses paupières se ferment. Il s'endort dans cette musique sans parole. Vous sentez le sommeil vous gagner aussi. Mais soudain, elle vous tend un autre enfant, tout petit, tout neuf. Sa peau fripée, ses yeux mi-clos.
sa tête molle comme un fruit trop mûr. Vous le prenez, maladroite, trop raide, trop prudente. L'enfant pleure, elle sourit, place vos mains autrement. Une main sous la nuque, l'autre sous le dos, juste là, doucement. Et le petit se tait. Ce geste si simple vous bouleverse. Vous tenez dans vos bras quelque chose de plus ancien que le feu, plus fragile que la pierre. Et pourtant, c'est de là que tout recommence. Une autre femme approche, tenant une coquille écrasée remplie d'une poudre blanche. Elle la verse sur la peau du bébé, pour le sécher, pour le protéger. Ce n'est pas du talc, c'est de la terre, mêlée de plantes séchées. Les fouilles au Pérou ont révélé que les peuples anciens utilisaient déjà ce mélange pour apaiser la peau des enfants. Le soin, le parfum, le geste, tout était déjà là. Un peu plus loin, les bébés dorment suspendus dans des sacs de peau, attachés à la paroi. Vous chuchotez « Et s'il y a des serpents ?» Elle hausse les épaules. Alors on verra bien qui se réveille la première. Vous frissonnez mais riez quand même. Ici la peur n'est jamais absente, mais elle n'empêche pas d'aimer. Ces enfants grandissent parmi la boue, le vent et le cri des mères. Ils rampent tôt, marchent vite et connaissent déjà la différence entre le froid, la faim et la mort. Et vous comprenez enfin, ici être mère ce n'est pas seulement donner la vie, c'est la transmettre jour après jour, à force de gestes, de regards et de patience. Un art invisible, mais plus fort que le feu lui-même. Vous regardez la femme du feu, ses bras fatigués, ses yeux qui ne dorment jamais. Elle est la mémoire du clan, et peut-être, sans le savoir, celle de l'humanité tout entière. La nuit s'est installée, paisible et vaste. Le feu, au centre de la caverne, palpite comme un cœur vivant. Chaque flamme respire, grandit, puis s'incline, comme si elle priait sans mots. Autour, les femmes sont assises, silencieuses. Certaines réparent des filets, d'autres grattent une peau de bête ou simplement regardent danser la lumière. Les enfants s'endorment un à un, leur visage rosi par la chaleur. Vous sentez le froid reculer jusqu'au fond de la grotte. Ce feu n'est pas un simple feu, c'est un monde à lui seul. Depuis des millénaires, il rassemble, protège, enseigne. Il fait fuir la nuit et garde les histoires. Les archéologues ont retrouvé des foyers entretenus pendant des siècles, sans jamais s'éteindre. On pense que les femmes, souvent, en étaient les gardiennes, les prêtresses de la braise. La femme aux cheveux emmêlés ajoute une branche sèche puis souffle doucement. Une étincelle, puis une autre. La flamme repart, vive, claire. Vous regardez ce geste, simple, quotidien, et pourtant sacré. C'est plus qu'un savoir, c'est une transmission. Vous vous souvenez d'une phrase qu'elle vous a dite « Sans feu, pas de matin ». Et vous comprenez maintenant. Le feu est l'horloge, le calendrier, la table et l'autel. Quand il s'éteint, ce n'est pas seulement la lumière qui meurt, c'est la communauté tout entière. Une femme âgée s'approche. Elle porte un morceau de bois incandescent dans une pierre creuse. Elle murmure quelque chose dans une langue que vous ne comprenez pas. Puis elle dépose la braise dans un cercle de cendres tièdes. C'est une offrande, une manière de dire merci. Merci à la chaleur, à la lumière et à tout ce qui tient encore debout grâce à elle. Vous sentez que le feu, ici, n'est pas seulement au centre du camp, mais au centre de chaque être. Vous aussi, vous portez une flamme petite, vacillante, que vous aviez oubliée depuis longtemps. Peut-être que le feu ne s'est jamais éteint. Vous avez seulement cessé de le regarder. Dehors, le vent souffle, fait gémir les pierres. Des étincelles montent vers la voûte, se perdent dans l'ombre. Chaque étincelle ressemble à un souvenir ou à une prière qu'on ne dit plus à voix haute. Une enfant, assise tout près, tend ses mains vers la chaleur. Ses yeux brillent, non pas à cause des flammes, mais de la fascination pure de voir le monde danser devant elle. La femme aux cheveux emmêlés pose une main sur son épaule et lui murmure « Regarde bien, tout ce qu'on aime finit par brûler. Mais tout ce qu'on garde vivant finit par nous réchauffer. » Vous restez là longtemps, sans bouger, à écouter le feu. Il crépite, il chante,
Il parle dans une langue ancienne faite de claquements et de soupirs. Il dit le froid, la faim, la peur, mais aussi le courage, le partage, la tendresse. Les flammes dessinent sur la pierre des ombres qui ressemblent à des visages. Vous croyez reconnaître les vôtres, ceux d'hier et peut-être ceux de demain. Vous avez la sensation étrange que le feu se souvient de tout, des histoires, des morts, des naissances, des promesses soufflées dans la nuit. Un instant, vous fermez les yeux, le feu continue, paisible, comme un cœur qui bat, et dans le silence, vous comprenez enfin pourquoi on dit que le feu est l'âme du monde, parce qu'il ne possède rien, et pourtant il donne tout. La nuit s'étire, épaisse, silencieuse. Le feu, lui, respire encore, mince, fragile, comme un animal endormi. Vous êtes là, les yeux mi-clos, le dos collé contre la pierre froide. À vos côtés, la femme aux cheveux emmêlés veille. Elle ne parle pas. Ses doigts remuent doucement les braises, tracent sur la cendre des cercles, des spirales, comme un langage secret. Vous lui chuchotez « Pourquoi tu fais ça ?» Elle hausse les épaules, sourit, pour ne pas oublier la forme du temps. Dehors, un vent long siffle entre les rochers. Un bruit sourd monte du fond de la vallée. Pas un cri, pas un rugissement, mais quelque chose d'entre les deux. Vous tendez l'oreille, le cœur serré. Elle, non. Elle souffle sur les braises, ajoute une brindille. Le feu baisse, mais ne s'éteint pas. Tant qu'il y a une étincelle, la nuit ne gagne pas, murmure-t-elle. Vous fixez les flammes et pensez à votre propre lumière, celle que vous avez laissée faiblir tant de fois. Peut-être qu'elle n'a jamais disparu, juste manqué d'air. Les archéologues ont trouvé dans les montagnes d'Asie centrale des traces de foyers allumés pendant près de 2 siècles sans interruption. On pense que les femmes s'y relayaient, nuit après nuit, pour que jamais la flamme ne meure. 200 ans de veille. 7 générations de mains tendues vers le même feu. Un craquement dehors. Vous sursautez. La femme aux cheveux emmêlés pose sa main sur la vôtre. Pas bouger. Un bruit de pas. Puis le silence. Le feu crépite à nouveau, tranquille, comme s'il riait doucement de votre peur. C'est toujours comme ça, dit-elle. On croit que quelque chose vient pour nous. Mais souvent, c'est juste le vent qui cherche sa route. Vous souriez, un peu honteuse. Elle hoche la tête. La peur, c'est bon. Ça te garde éveillé. Et éveillé, tu gardes le feu. Le temps passe, ou peut-être s'arrête. Les braises rougeoient. Votre corps se réchauffe, votre esprit flotte. C'est un moment suspendu, ni nuit, ni jour, juste la respiration lente du monde. Quand l'aube vient enfin, vous n'avez presque pas dormi, et pourtant, vous ne ressentez ni fatigue, ni froid. Seulement cette étrange paix, comme si la lumière revenait aussi à l'intérieur de vous. Mais déjà, une autre tâche vous attend. La femme vous tend un petit sac fait de peau séchée. À l'intérieur, des racines, des feuilles et un tube d'os rempli d'une pâte sombre. Aujourd'hui, on soigne. Vous la suivez hors de la grotte, jusqu'à un abri où une jeune femme gémit doucement. Son pied est enflé, rouge, brûlant. Sans un mot, la guérisseuse s'accroupit, mélange des feuilles broyées à de la sève et applique la pâte sur la blessure. Elle entoure le tout d'une fibre végétale tressée. Ses gestes sont précis, sûrs, comme s'ils venaient d'un livre invisible écrit dans la mémoire du corps. Vous demandez « Qui t'a appris ça ?» Elle montre le ciel, puis son front, les anciennes et les arbres. Une théorie moderne suggère que les premières médecins de l'humanité étaient des femmes. Ce sont elles qui connaissaient les plantes, les racines, les fièvres et les douleurs. Elles ont inventé la médecine bien avant qu'on lui donne un nom. Après avoir pansé la blessée, le groupe part vers la forêt. L'air y est plus humide, chargé d'odeurs de terre et de mousse. La femme arrache une grande feuille, la froisse, la respire. Amère, dit-elle, donc utile. Vous goûtez. C'est affreux. Elle rit, ce qui soigne rarement à bon goût. Un peu plus loin, une autre femme tire du sol une racine violette. Contre la fièvre, murmure-t-elle. Vous notez mentalement la forme, la couleur.
mais elle vous arrête. N'apprends pas avec ta tête, apprends avec tes mains. Alors vous touchez, vous sentez, vous laissez la plante vous parler. Dans certaines tribus encore vivantes, les jeunes filles apprennent, dès l'enfance, à reconnaître plus de 300 plantes, seulement par leur odeur. Une mémoire du nez, de la peau, du toucher. Vous aviez oublié qu'on pouvait apprendre autrement. En rentrant, vous portez un petit bouquet de tiges. La femme aux cheveux emmêlés sourit. « Pour toi ?» Vous demandez « C'est médicinal ?» Elle répond en riant « Non, c'est contre les moustiques. Mais si tu le gardes dans les cheveux, ça fera rire les enfants. » Vous glissez la branche dans vos mèches, et effectivement, un éclat de rire fuse derrière vous. Ce soir-là, au moment de vous endormir, vous sentez encore le parfum des feuilles, le craquement du feu, le goût amer sur votre langue, et vous pensez que la vie, ici, tient dans 3 choses, la flamme, la peur et la main qui soigne. La chaleur du jour s'attarde sur la pierre. L'air vibre encore, épais de poussière et de lumière. Vous croyez pouvoir vous reposer, mais la femme aux cheveux emmêlés vous appelle d'un geste bref. « Viens !» Autour du feu, les femmes s'assemblent, leurs mains pleines de petits objets, des dents, des griffes, des coquillages, des éclats de pierre polie. Elles trient, percent, enfilent, tressent. C'est un atelier silencieux où chaque geste semble déjà ancien. Vous observez. L'une d'elles tient un collier de dents de renard. Une autre polit un os jusqu'à le rendre lisse comme du lait. Une troisième accroche une plume rouge à sa tresse. Vous demandez, étonné, c'est pour être jolie ? La femme aux cheveux emmêlés secoue la tête. Non, c'est pour se rappeler. Elle place dans votre main un morceau d'os taillé en croissant. Mets-le autour de ton cou. Le contact est froid, puis lentement chaud. Vous sentez son poids. Elle dit doucement, « Ce n'est pas un bijou, c'est ton histoire. Dans ce monde sans écriture, chaque parure parle. Une griffe de lion, c'est la chasse réussie. Une dent de loup, c'est la peur vaincue. Un coquillage, c'est un voyage. Une pierre rouge, c'est le sang d'un proche qu'on n'oublie pas. » Les archéologues ont retrouvé dans les tombes les plus anciennes des colliers faits de centaines de perles. La plupart appartenaient à des femmes. Certaines étaient usées, polies par la peau, comme si elles avaient été portées toute une vie. Ce n'étaient pas de simples ornements, mais des fragments de mémoire. Une jeune fille s'approche de vous et vous tend un petit pendentif, une griffe minuscule, tordue, sèche comme du bois. Vous demandez « Qu'est-ce que c'est ?» Elle répond simplement « Celle qui m'a griffé ». Vous ne savez que dire. Vous serrez l'objet, comme pour sentir la cicatrice invisible qu'il cache. Les femmes rient, échangent leurs colliers, se montrent leur création. Chaque objet porte une trace, une histoire, une émotion. C'est une bibliothèque vivante, faite de dents, de coquillages et de souffles. Un enfant s'approche, accroche un caillou plat à une ficelle et le suspend à votre cou. Vous éclatez de rire. Et ça veut dire quoi ? Il hausse les épaules, parce que t'es là. Vous souriez. Peut-être que c'est déjà assez. La femme aux cheveux emmêlés observe la scène, les bras croisés, un éclat amusé dans les yeux. Tu vois, ici, on ne garde pas pour soi. Chaque chose qu'on porte appartient un peu aux autres aussi. Vous la regardez, sa parure de dents et de plumes, et vous comprenez soudain. Ces femmes ne décorent pas leur corps, elles écrivent leur passage. Sur la peau, sur la pierre, dans la mémoire des autres. Vous retirez le pendentif en croissant et le tendez vers elle. Elle fronce les sourcils. Pourquoi ? Pour que tu racontes un jour que quelqu'un venu d'ailleurs l'a porté. Elle rit, mais prend le bijou et le glisse dans ses cheveux. Alors, je dirais que tu as survécu 3 jours sans te plaindre. Vous riez à votre tour. C'est peut-être ainsi que naissent les légendes, par un éclat de rire partagé au bord du feu. Le soir tombe, la lumière glisse sur les colliers, fait briller les coquillages, et le vent semble faire chanter les perles entre elles. Vous regardez autour de vous et comprenez. Dans ce monde sans écriture, la beauté est une forme de souvenir, et le souvenir, une forme d'amour. Le soir descend, épais comme une couverture d'ombre. Le soleil glisse derrière les collines, et le feu reprend sa place au centre du monde. Les enfants se rassemblent.
Les femmes s'assoient en cercle. La femme aux cheveux emmêlés frappe doucement une pierre contre l'autre. Toc, toc, toc. Un rythme naît, puis une voix, grave, lente, faite de mots que vous ne comprenez pas, mais que votre peau écoute. Elle raconte, non pas avec la bouche, mais avec tout le corps. Ses bras dessinent la montagne, ses pieds marquent le tonnerre, sa respiration devient vent. L'histoire parle d'une femme qui grimpa jusqu'au sommet du monde pour voler la lumière et la rendre aux siens. Chaque geste fait jaillir des étincelles dans vos yeux. Chaque silence vous apprend quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié. Un enfant se lève, reprend le conte plus vite, plus haut, avec des cris et des rires. Toute la grotte éclate en joie. Vous riez aussi, sans raison précise, simplement parce que la joie est contagieuse et ancienne. Les chercheurs modernes disent que les conteuses, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, étaient respectées comme des chefs. Leurs paroles nourrissaient autant que la viande. Elles enseignaient, rassemblaient, consolaient. Leur pouvoir n'était pas la force, mais la mémoire. Quand la dernière flamme baisse, une vieille femme entre dans la caverne. Sa silhouette se plie comme un tronc tordu par le vent, mais ses yeux brillent comme deux pierres polies par les saisons. Tout le monde s'écarte, non par peur, mais par respect. Elle s'assoit lentement, pose devant elle une peau usée, couverte de petits objets, pierres, os, touffes de poils tressés. Elle lève une main, trace dans l'air des spirales invisibles, puis frappe le sol 3 fois. Un souffle passe, le vent s'engouffre par la fente du rocher. Quelqu'un murmure, elle appelle la saison nouvelle. La vieille ne parle pas. Elle écoute. Ses paupières tremblent, comme si elle lisait le ciel à travers la terre. Puis elle tend vers vous une branche brisée. Son regard dit « Répare ». Vous hésitez, puis collez les morceaux avec une résine qu'elle vous donne. La branche tient, elle sourit. Voilà. Tu viens d'apprendre la patience. Plus tard, un enfant tombe, le genou ouvert. Vous courez, mais la vieille l'arrête. Elle mâche une feuille, crache la pâte verte sur la plaie et l'enveloppe d'un morceau de fibre. Le sang s'apaise. Le petit cesse de pleurer. Vous retenez votre souffle. C'est brutal, mais c'est juste. La vieille se tourne vers vous, touche votre poitrine, exactement à l'endroit où pendait jadis votre pendentif d'os. Elle murmure une phrase dans une langue sans grammaire, mais pleine de poids. Vous ne comprenez pas les mots, mais vous sentez leur sens. Elle vient de vous reconnaître. Ici, le savoir ne s'écrit pas. Il se confie, pas pour posséder, mais pour transmettre. La flamme, la plante, la pierre, tout se passe de main en main, de souffle en souffle. Ce qui compte n'est pas de retenir, mais de ne pas laisser mourir. Le lendemain, le jour s'invite à travers la fissure du toit de la grotte. Vous vous levez, fatigué, mais changé. On vous conduit à un ruisseau. Les femmes y plongent les mains, pêchent, rient, ramassent des pierres, disent des choses simples. Celle-ci brille plus que la lune. Celle-là se souvient du tonnerre. Vous souriez et comprenez qu'ici, même l'eau a une mémoire. Plus tard, on vous emmène voir un monticule de pierres, une tombe, pas de pleurs, pas de cris, juste des gestes. On dépose un collier, un eau poli et une petite figurine de terre, si fine qu'elle semble respirer encore. La femme enterrée là était votre compagne de chasse d'hier. Vous restez debout, muette, rien à dire, rien à effacer. Le soir venu, près du feu, une autre femme raconte son histoire. Pas pour pleurer, mais pour que son nom reste. Chaque mot est une pierre ajoutée à la tombe. Chaque rire, une bougie allumée contre l'oubli. Vous tenez entre vos doigts le fil qu'elle vous a laissé. Un fil simple, tressé, sans couleur, mais lourd d'une promesse. Se souvenir, sans s'enchaîner. Vous comprenez enfin, chez ces femmes, mourir n'est jamais partir, et ce souvenir n'est jamais rester. C'est simplement continuer à transmettre la chaleur, tant que le feu ne s'éteint pas. Le temps a changé, mais vous commencez à vous y habituer. Le froid du matin ne mord plus. Les odeurs de cendres et de pierre vous sont devenues familières. Vous savez maintenant quelles racines se mangent
Quelle pierre se polit et comment deviner le vent rien qu'en levant la tête? Vous n'êtes plus étrangère, vous êtes devenue apprentie. Ce matin-là, la femme aux cheveux emmêlés vous tend un panier. Tu vas montrer à la petite. Vous clignez des yeux. Moi, elle hoche la tête. Une fillette vous regarde, grande comme un fagot, les yeux pleins de curiosité. C'est à votre tour d'enseigner. Vous marchez ensemble, pieds l'ornati dans la terre tiède. Vous lui montrez les racines rondes, les feuilles piquantes, les sentiers où vivent les fourmis. Elle hoche la tête, mais ses yeux courent partout, cherchant la surprise, le mystère, le monde derrière les choses. Soudain elle s'arrête, elle pointe un buisson. Là, un petit animal poilu, rond, vous regarde sans bouger. Vous approchez. La fillette tire votre manche. Pas ça, c'est l'esprit de la forêt. Vous souriez. Dans votre tête moderne, vous pensez superstition. Mais votre cœur comprend autre chose. Ici, nommer, c'est relier. Le monde ne s'explique pas, il s'écoute. Sur le chemin du retour, vous lui apprenez à nouer une corde. Ses doigts maladroits s'entrelacent, glissent, recommencent. Puis le nœud tient. Elle éclate de rire. Vous aussi. Le savoir ici ne s'impose pas, il se partage. Le soir, autour du feu, les femmes préparent un repas spécial, des tubercules écrasés, mêlés à de la cendre chaude, le pain de racine. Son goût est âcre mais réconfortant, comme une chanson d'hiver. La petite fille s'assoit près de vous, vous tend un morceau brûlant. Il colle à vos doigts, vous mangez ensemble. C'est votre premier vrai repas de transmission. Le lendemain, le jour n'est pas encore levé qu'un son étrange vous tire du sommeil. Pas un cri, pas une chanson, un rythme. Des pieds frappent la terre, des bras s'élèvent, des corps dansent. Vous sortez encore engourdis. Elles sont là, toutes, en cercle, pieds nus, corps tendus, mouvements lents et précis. Vous vous approchez. La femme aux cheveux emmêlés vous attrape la main. Danse. Pourquoi? Pour se rappeler qu'on vit. Alors vous essayez. Vos pas sont lourds, maladroits. Vous manquez le rythme, trébuchez. Mais le sol vous pardonne. Il absorbe vos erreurs. Le cercle vous reprend, vous ramène dans la cadence. Une des femmes crie un mot que vous ne connaissez pas. Toutes s'arrêtent net. Un silence vibrant. Puis en même temps, elle frappe la terre du pied. Un choc sourd, profond, comme un battement de cœur collectif. La femme aux cheveux emmêlés chuchote. C'est pour celles qui ne sont plus là. On tape la terre pour qu'elles nous entendent. Vous frissonnez. Le sol devient tambour. Le monde, instrument. La danse n'est pas un spectacle, c'est une prière. Les anthropologues modernes ont retrouvé, gravées dans la pierre, des empreintes de pieds disposées en cercle. On pense que c'était des lieux de danse rituelle, peut-être la toute première forme d'union humaine. Pas de mots, pas de texte, mais un rythme partagé. Quand la danse s'achève, le silence retombe comme une pluie douce. Vous êtes couverte de sueur, mais votre esprit est clair. La femme aux cheveux emmêlés vous tend un gobelet d'eau. C'est bon, hein? Vous hochez la tête. Oui, épuisant, mais bon. L'après-midi, on vous emmène sur une colline nue, sans feu, sans outils. Les femmes s'assoient, espacées. Elles ne parlent pas. Elles regardent simplement la vallée. Vous les imitez. Au début, votre tête bourdonne. Puis, peu à peu, le silence devient un abri, un lieu où rien ne presse. Une vieille vous tend une pierre lisse, grise, légère. Vous la gardez dans la main. Elle sourit. Pour te souvenir que tu peux te taire sans disparaître. Vous baissez les yeux. Un cadeau du silence. Le soir, vous tenez la pierre entre vos doigts. Elle est tiède, comme une main familière. Vous sentez que vous avez appris quelque chose, même si vous ne pouvez pas le dire. Le lendemain, l'air sent la résine et la terre chaude. Quand vous sortez de la grotte, vous découvrez un spectacle étrange. Les femmes se peignent le corps de boue et d'ocre, se couvrent de lignes, de cercles, de spirales. Certaines se parent de plumes, d'autres tracent simplement un trait noir au milieu du front. Vous demandez hésitante, « On va se battre ?» La femme aux cheveux emmêlés rit doucement. Non, on appelle la saison. On vous tend une petite poche de poudre rouge et un morceau de sève collante.
Une jeune fille trace sur votre bras 2 lignes croisées, puis un point sur le front. Pour la chance, dit-elle. Vous haussez les épaules, mais sentez au fond de vous une gravité douce. Ce geste a du poids, comme si quelqu'un avait posé un mot secret sur votre peau. Elles marchent ensuite, en silence, 2 par 2, pieds nus dans la terre tiède. Leurs traces s'impriment dans la poussière, formant un sentier nouveau entre la grotte et la forêt. Vous marchez parmi elles, le cœur battant au même rythme que leurs pas. Après 1 heure, vous arrivez devant un arbre immense. Son tronc est large comme une maison. Ses racines plongent dans le sol comme des veines ouvertes. Ses feuilles bruissent d'un murmure ancien. Au pied de l'arbre, un petit autel, des paniers de racines, un poisson séché, quelques dents d'animaux et une corbeille tressée suspendue à une corde. La femme aux cheveux emmêlés s'avance, lève les bras et pousse un cri guttural, ni peur ni douleur, un chant sans mots. Les autres la suivent. Leurs voix se superposent, profondes, vibrantes, comme des vagues de vent contre les pierres. Vous sentez votre peau frissonner. Ce n'est pas une prière, c'est un dialogue. Elle ne demande rien, elle remercie d'être encore là. Chaque femme dépose quelque chose, un coquillage, une tresse, une miette de pain de racine, un échange, pas de Dieu, juste la continuité. La femme aux cheveux emmêlés retire alors de son cou le collier d'os que vous lui aviez offert. Elle le suspend à une branche basse, puis tourne vers vous un regard calme. Vous comprenez. Sans un mot, vous posez au pied de l'arbre la pierre lisse que la vieille vous avait donnée la veille. Le vent se lève, soulevant un instant la poussière. Elle murmure. Ici, on donne une part de soi pour que le monde continue à tourner. Vous demandez à mi-voix, et si la saison ne vient pas? Elle sourit. Alors on attend. Car vivre, c'est savoir attendre sans se perdre. Puis le cercle se met en mouvement. Les femmes tournent autour de l'arbre, lentement, sans rythme imposé. Elles bougent chacune à leur manière, mais ensemble. Comme si un cœur invisible battait sous leurs pieds. Le soir, personne ne parle sur le chemin du retour. Vous marchez dans la lumière dorée du couchant, avec le goût de la poussière et du sel sur vos lèvres. Quand vous atteignez la grotte, le feu n'est pas allumé. Le foyer reste vide, froid. Vous demandez pourquoi. La femme aux cheveux emmêlés répond « C'est le soir du jeûne », pour se souvenir qu'on n'a jamais rien sans attente. Alors vous vous asseyez près du foyer éteint. Le silence est dense, presque sacré. Votre ventre gronde, mais votre cœur se calme. Vous pensez aux femmes d'avant vous, à celles qui ont dansé sous cet arbre, à celles qui ont attendu et qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenu jusqu'au jour suivant. À l'aube, le crépitement du bois vous tire du sommeil. Une vieille souffle doucement sur la braise et le feu reprend. Personne ne parle, mais chacun sait, la saison est revenue. Le premier repas est partagé sans bruit, comme un acte de gratitude. La femme aux cheveux emmêlés s'assoit près de vous, vous regarde longuement, puis murmure « Tu vois, le feu c'est comme nous. S'il s'éteint trop souvent, il meurt. Mais s'il brûle sans pause, il consume tout. » Vous hochez la tête et sentez, pour la première fois, que vous comprenez vraiment ce qu'elle veut dire. Le jour nouveau s'élève. Dans la lumière, vous apercevez les visages de ces femmes, forts, calmes, marqués de poussière et de sagesse. Elles n'ont ni temple, ni écriture, ni promesse d'éternité, mais elles ont su transformer la peur du vide en un art de vivre. Et vous commencez à leur ressembler. Le matin s'étire, tranquille, doré, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Sur la clairière, les femmes et les enfants se rassemblent. Personne ne parle. Seul le vent joue doucement avec la fumée. Au centre, une vieille femme se tient debout. Dans sa main, une torche presque éteinte, fumante, fragile, comme une vie au bout du souffle. Vous la regardez, fasciné. Elle ne dit rien. Mais dans le silence, tout le monde comprend. Le moment est venu. Un enfant s'avance, les yeux grands, la bouche serrée. La vieille tend la torche. Le feu hésite, puis danse doucement. L'enfant la prend, les doigts tremblants, et commence à marcher lentement,
traversant le camp, passant devant chaque foyer, chaque visage. Le vent souffle, le feu vacille, mais il ne s'éteint pas. Un autre enfant suit, puis un autre encore, chacun portant à son tour la petite flamme. La procession ressemble à un chapelet de lucioles, traçant sur la terre une ligne de lumière. Vous chuchotez à la femme aux cheveux emmêlés. Et si la flamme s'éteint, elle hausse les épaules, un demi-sourire aux lèvres. Alors on souffle, le feu meurt seulement quand on cesse d'y croire. Vous sentez votre gorge se serrer. Le dernier enfant rend la torche à la vieille. Elle la plante dans le sol, regarde le ciel et murmure simplement « C'est bon, pas de tonnerre, pas de miracle, seulement le murmure tranquille de la vie qui continue. » Puis vient le partage. On approche un grand brasier et chaque femme y prend une braise, une toute petite, qu'elle porte dans une coquille ou un tesson de pierre. Tour à tour, elles repartent vers leur foyer. Ravivant la chaleur sous les cendres, la femme aux cheveux emmêlés vous regarde. À toi, vous hésitez? Moi? Mais je ne suis pas d'ici. Elle rit, prend un tison et le pose dans votre main nue. La chaleur vous mord, douce et vive à la fois. Maintenant, si. Vous marchez lentement, le cœur battant dans les tempes. Autour de vous, personne ne parle, mais tous vous suivent du regard. Ni jugement, ni triomphe. Seulement cette certitude calme de partager un secret plus vieux que la parole. Dans votre abri de pierre, vous déposez la braise dans un lit de paille sèche. Un souffle, une étincelle, une flamme. Elle s'élève, modeste, mais suffisante. La femme aux cheveux emmêlés s'assoit près de vous. Ses yeux reflètent la flamme. Le feu, dit-elle. Si tu le gardes trop, il meurt. Si tu le donnes trop, il te brûle. Le secret, c'est de le partager juste assez pour qu'il vive. Vous la regardez, souriez, et demandez doucement. Et toi, comment fais-tu pour vivre? Elle rit. Moi, je ne vis pas du feu, je vis de celle qui s'assoit à côté. Le soir tombe, et votre flamme continue de brûler, ni grande, ni faible, juste à la bonne mesure. La chaleur s'installe, et pour la première fois, vous sentez que ce feu-là n'est plus celui des autres, c'est le vôtre. Vous vous allongez à côté, la joue réchauffée par la lumière. Pas de rêve, pas de peur, seulement la respiration tranquille de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le cercle. Le matin n'a pas encore percé le brouillard qu'un cri traverse le camp. Pas un cri de peur, un cri d'appel. Ils arrivent, des pas précipités, des rires d'enfants. Vous sortez, encore engourdi. La femme aux cheveux emmêlés vous attrape la main. Viens, c'est aujourd'hui. Vous courez à travers la clairière. L'air est humide, chargé d'une odeur de terre chaude et de sable mouillé. Tout le clan s'est rassemblé autour d'une petite butte couverte de poussière et de pierres plates. Un silence dense s'installe. Puis la terre bouge. Un premier éclat gris fend le sable, puis un autre. De petites têtes rondes, des yeux encore aveugles, des pattes minuscules, des bébés tortus. Vous restez figés. Elle rampe lentement vers la rivière, traçant dans le sable des lignes tremblantes, comme des souvenirs qui cherchent leur route. Personne ne bouge, personne ne parle. Une vieille femme met la main sur sa poitrine, ferme les yeux. La femme aux cheveux emmêlés chuchote. Chaque tortue porte un souvenir que personne ne se rappelle. Quand elle touche l'eau, ce souvenir retourne au monde. Vous avalez difficilement votre salive, et si elle n'y arrive pas, elle répond doucement. Alors le souvenir s'endort, jusqu'à ce qu'une autre génération le réveille. Une petite tortue s'égare, tourne sur elle-même. Vous tendez la main pour l'aider. La femme secoue la tête doucement. Non. Si tu la touches, elle oublie le chemin. Vous retirez votre main, le cœur serré. Et soudain, comme par magie, la petite trouve la direction seule et s'avance vers la rivière. L'eau l'engloutit doucement, puis plus rien. Une à une, elles disparaissent. Quand la dernière tortue atteint la rive, un soupir collectif soulève l'air. Personne n'applaudit, personne ne commente, mais dans ce silence, on sent un lien invisible, comme si chaque battement d'aile, chaque battement de cœur avait été entendu par la terre entière. Sur le chemin du retour,
Vous demandez « Depuis quand vous faites cela ?» La femme hausse les épaules. Personne ne sait, mais tant que les tortues reviennent, on se souvient encore comment attendre. Vous marchez longtemps, les pieds dans la poussière chaude, et vous pensez à la patience. Dans votre monde, attendre, c'est perdre. Ici, attendre, c'est prier. Le soir, autour du feu, personne ne parle de chasse ni de nourriture. On parle du silence, des choses qu'on laisse partir sans les retenir. Vous regardez les flammes. Elles ressemblent aux petites tortues, fragiles, obstinées, prêtes à se jeter dans l'inconnu. Vous sentez une main sur votre épaule. La femme aux cheveux emmêlés murmure « Chaque feu, chaque tortue, chaque mot oublié fait partie du même souffle. Ce souffle, c'est nous. » Vous fermez les yeux et vous comprenez enfin. Ici, survivre ne veut pas dire résister. Cela veut dire se rappeler. La nuit est tombée, calme et dense, comme une couverture posée sur le monde. Vous dormez à demi, l'esprit encore peuplé d'images, des flammes, des tortues, des pas dans le sable, et soudain, une voix dans le rêve, grave, vieille. Souviens-toi, vous vous réveillez en sursaut. L'air de la grotte est tiède, saturé de cendres. Devant vous, la femme aux cheveux emmêlés est déjà levée. Elle tient un petit paquet de tissu brun. Sans un mot, elle le pose dans vos mains. À l'intérieur, des pierres lisses, rondes, chacune gravée d'un trait ou d'un symbole. Ce sont des pierres de mémoire, dit-elle doucement. Quand viendra ton tour, tu sauras quoi en faire. Vous la regardez, perplexe. Mon tour de quoi? Elle sourit. De raconter. Le soir venu, tout le clan se rassemble autour d'un cercle de feu. Pas de rire, pas de jeu. Seulement le crépitement du bois. Les femmes, les hommes, les enfants, tous assis en silence. Au centre, un bol de pierre. Chaque personne, à son tour, s'avance, tient une pierre dans la main et parle. Une femme raconte la perte de son fils, emporté par la fièvre. Un homme évoque la peur du fleuve et le jour où il a failli s'y noyer. Une jeune fille murmure « J'ai aimé quelqu'un que je ne pouvais pas choisir ». Personne n'interrompt, personne ne console. La parole coule, pure, nue, comme une rivière sans digue. Vous serrez vos pierres entre vos doigts, votre gorge se serre, c'est votre tour. Vous avancez dans la lumière du feu, vous vous asseyez, le monde devient silencieux, vous ne savez pas par où commencer. Alors vous laissez les mots venir. Je suis parti, sans dire au revoir, je pensais que personne ne remarquerait. Le feu craque, personne ne bouge. Je me suis cru inutile, remplaçable, effacé. Un souffle traverse le cercle. Ce n'est pas la pitié, c'est la présence. Une main se pose sur votre épaule, légère, presque invisible. Vous continuez. J'ai voulu disparaître doucement, comme une flamme qu'on souffle. Puis vous levez la tête. Mais je suis encore là. Vous déposez la pierre dans le bol. Le son qu'elle fait en tombant est clair, comme une cloche minuscule. Personne n'applaudit, mais un enfant rampe vers vous et s'assoit sur vos genoux. Une vieille vous tend une coupe d'eau, et la femme aux cheveux emmêlés murmure « Maintenant tu portes les souvenirs des autres aussi ». Plus tard, quand tout le monde dort, vous vous approchez du bol de pierre. Les braises y ont laissé une fine couche de cendre. Vous prenez une des pierres. Elle est tiède, vivante, et vous comprenez, on ne garde pas les souvenirs pour les pleurer, mais pour les transmettre. Au matin, vous retrouvez la femme aux cheveux emmêlés près du ruisseau. Elle lève les yeux, vous regarde et dit simplement « La mémoire, ce n'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on continue à raconter. » Vous souriez, et pour la première fois depuis longtemps, vous ne ressentez plus le poids de la tristesse, juste une douceur tranquille, comme un feu qui réchauffe sans brûler. Le soleil est haut, l'air semble plus lent, plus doux, les cris d'enfants se sont tus, le vent n'est plus qu'un murmure. Vous ouvrez les yeux et découvrez le camp endormi dans une étrange paix. Pas de martèlement de pierre, pas de hache, pas de pas pressés, rien. Vous vous redressez, confuse. Il se passe quoi aujourd'hui?
demandez-vous à une femme étendue sur le dos, les bras croisés derrière la tête. Elle bâille longuement, puis répond d'une voix traînante. Aujourd'hui, on ne fait rien. Vous riez. C'est une blague? Elle ferme les yeux. Non, c'est le jour du silence. Si on travaille tous les jours, on oublie d'exister. Autour de vous, les femmes sont allongées sur les pierres plates. Les enfants dessinent des spirales dans la poussière. Un vieil homme trace des lignes dans le sable du bout d'un os poli. Rien ne semble utile, et pourtant tout respire. Vous restez debout un instant, incertaine, comme si votre corps moderne refusait ce vide. Puis vous finissez par vous asseoir. La pierre est chaude sous vos jambes. Le soleil caresse votre peau. Vous ne pensez à rien. Au début, c'est inconfortable. Votre esprit court encore, veut lister, organiser, anticiper. Mais il n'y a rien à faire. Juste être. Le temps s'étire, sans but, sans compte à rebours. Vous regardez une fourmi traîner un grain de sable, puis deux enfants se disputer un bâton, puis la poussière danser dans la lumière. Petit à petit, votre respiration s'accorde au rythme du monde. Une femme se tourne vers vous et chuchote. Dans ton monde, on dit que le temps, c'est de l'argent. Vous hochez la tête. Elle sourit, malicieuse. Ici, le temps, c'est du souffle. Et le souffle, c'est la vie. Vous restez muette. Rien à répondre, tout à comprendre. À midi, quelqu'un éclate de rire sans raison. Un autre fredonne une note qui flotte dans l'air. Puis le silence revient, plus léger encore. Le jour du silence n'est pas une pause, c'est un retour au corps, au souffle, à la terre. Vous fermez les yeux, et pendant un moment, vous ne sentez plus le poids du monde, seulement votre cœur, battant doucement, comme un tambour ancien qu'on aurait retrouvé intact. Quand le soleil décline, tout le camp se remet en mouvement, sans ordre, sans consigne. Les gestes reprennent naturellement, mais quelque chose a changé. Une lenteur, une douceur, comme si le silence avait graissé les rouages du monde. Vous croisez le regard de la femme aux cheveux emmêlés. Elle sourit. Tu vois, parfois, pour survivre, il faut savoir s'arrêter. Vous souriez aussi. Et pour la première fois, vous sentez ce que veut dire être vivante sans rien produire. Le soleil commence à descendre, et la chaleur du jour s'adoucit enfin. Une petite main tire la vôtre. C'est la fillette aux cheveux en bataille. Viens, on va cueillir des fruits. Vous la suivez, amusée. Des fruits, maintenant? Elle hoche la tête, malicieuse. Juste un peu, sinon mes mains s'ennuient. Vous marchez ensemble jusqu'à la lisière de la forêt. Là, sur un buisson trapu, poussent des fruits ronds, couleur prune, mais à la peau épaisse. La fillette en cueille un et vous le tend. Ça s'appelle K. Vous souriez. Et qu'est-ce que ça veut dire? La femme aux cheveux emmêlés, arrivée derrière vous sans un bruit, répond avec un demi-sourire. Ça veut dire faire la grimace. Vous croquez. Le goût vous frappe comme un coup de tonnerre. Aigre, acide, presque cruel. Vous grimacez, les autres éclatent de rire. C'est pour ça qu'on l'appelle K, explique la fillette hilare. Parce que personne ne peut le manger sans faire une drôle de tête. La femme se penche un peu vers vous. Tu veux savoir la légende? Vous hochez la tête, les lèvres encore crispées. Il y a longtemps, une femme enceinte a mangé trop de ces fruits. Quand son enfant est né, il fronçait les sourcils tout le temps, comme s'il goûtait encore le fruit dans le ventre de sa mère. La fillette éclate de rire. Alors maintenant, les enfants n'en mangent pas trop, de peur de rester froissés pour toujours. Vous souriez, le cœur léger. Ce n'est pas une peur, c'est une mémoire douce, un conte qui protège sans punir. Vous pensez, voilà comment naissent les mythes, des précautions qui deviennent poésie. Sur le chemin du retour, vous tenez votre petit panier de fruits. La femme aux cheveux emmêlés vous arrête. Elle partage vos récoltes en deux. La moitié pour nous, la moitié pour les belettes. Les belettes? Elle acquiesce. Hier, elles ont ramené du bois sec jusqu'à la grotte. Quand la foudre est tombée, elles ont sauvé notre feu. Vous clignez des yeux. Tu crois vraiment qu'elles ont fait exprès? Elle hausse les épaules. Peut-être pas, mais on leur doit quand même un merci. Vous l'aidez à déposer les fruits sous un arbre. Les ombres s'allongent, le vent porte une odeur de mousse et de terre.
Vous restez là un moment, regardant les petites traces de pas d'animaux dans le sable. Puis vous murmurez « Peut-être qu'on a besoin de croire pour continuer à aimer le monde. » Elle sourit. Croire, c'est une façon de dire merci. La nuit tombe lentement. Autour du feu, quelques enfants imitent les belettes, courant sur quatre pattes, criant « Feu, feu, feu !» Les adultes rient, et dans les yeux de tous, vous voyez cette lueur rare, celle d'un peuple qui se souvient en riant. Plus tard, quand tout s'apaise, vous tenez un dernier fruit K dans la main. Vous le posez doucement près de l'entrée de la grotte, comme une offrande silencieuse. Personne ne vous regarde. Mais au fond, vous sentez que quelqu'un ou quelque chose l'a déjà remarqué. Vous rentrez le cœur léger, avec ce goût acide encore sur la langue. Un goût qui dit « La vie pique parfois, mais elle réveille ». Cette nuit-là, vous rêvez. Un rêve si clair qu'il semble plus vrai que le jour. Vous marchez pieds nus dans une vallée blanche, où tout brille d'une lumière douce, sans ombre. L'air sent la pierre humide et le miel chaud. Devant vous s'étend un village étrange, des maisons de terre et de feuilles, avec des fenêtres de verre poli et des portes qui respirent au rythme du vent. Vous avancez sans peur. Vos pas ne laissent pas de traces. Devant une maison ronde, une femme âgée vous attend. Ses cheveux sont argentés, ses yeux d'un gris profond. Elle porte une robe tissée d'écorce et de fibres, et dans sa main tremble une tasse faite de coquilles et de terre. Elle sourit, te voilà enfin. Vous hésitez. Où suis-je ? Elle rit doucement. Là où toutes les femmes finissent en parvenir, quand elles cessent de courir après les réponses. Elle vous fait signe d'entrer. À l'intérieur, un cercle de femmes est assis autour d'une table ronde. Certaines tressent des paniers, d'autres taillent en la pierre. Une jeune bat la peau d'un tambour, très lentement. Elle lève la tête et vous salue, non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qu'elle reconnaisse. Une femme, jeune, rieuse, vous dit « On t'attendait, on garde ta place au chaud depuis longtemps. » Vous vous asseyez. La vieille verse un liquide ambré dans une tasse. Ça sent la résine et la pluie d'été. « Bois, dit-elle, c'est du thé de mémoire. Il ne rend pas savant, il rend présent. » Vous portez la tasse à vos lèvres. C'est tiède, doux, un goût de forêt après l'orage. Et soudain, vous sentez une vague remonter en vous, pas de tristesse, mais une émotion ancienne, comme si votre poitrine se souvenait avant votre tête. Autour de la table, les femmes parlent à voix basse. Elles racontent. L'une dit « On m'a traité de folle parce que je riais seule. » Une autre murmure « On m'a dit que je n'étais pas femme tant que je n'avais pas enfanté. » Une troisième soupire « J'ai cessé de dessiner le jour où on m'a dit que ce n'était pas utile. » Et vous comprenez, à mesure qu'elles parlent, qu'elles sont toutes des parts de vous. Vous baissez les yeux. La vieille femme glisse un collier dans votre paume, une pierre ronde, gravée d'une spirale double. Quand tu te sentiras brisée, touche-la, dit-elle. Elle ne te recollera pas, mais elle te rappellera que tu fus entière. Dehors, le tambour s'étue. Un souffle, une rumeur d'air. Les femmes se lèvent lentement. La vieille vous tend la main. Il est temps. Vous la suivez. Le ciel se fond dans la terre, et au centre de la vallée, un grand feu danse. Pas un feu qui brûle, un feu qui éclaire. Vous avancez, la pierre au creux de la main. Vous la portez à votre poitrine. Le battement de votre cœur se cale sur le rythme du feu, et vous sentez, pour la première fois, que vous êtes à la fois la flamme et la cendre. Puis tout s'efface. Un souffle, une chaleur et le silence. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes de nouveau dans votre monde, le plafond familier, le ventilateur, le jour qui hésite à entrer. Vos doigts sont vides, mais la chaleur de la pierre est encore là, discrète, fidèle. Vous vous asseyez, respirez lentement. Vous avez l'impression d'avoir voyagé sans bouger et d'être revenu avec quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Un poids en moins. Un souffle en plus. Le matin s'est levé sans prévenir. Une lumière pâle, comme un lait tiède, glisse à travers les rideaux. Vous ouvrez les yeux. Le plafond, le ventilateur, le bruit lointain d'un chien qui aboie. Vous êtes ici, et pourtant, une partie de vous est restée là-bas.
dans la vallée des femmes de pierre. Vous restez allongé, vous écoutez le silence autour. Ce n'est pas un vide, c'est un espace où quelque chose a changé. Vos mains sont encore tièdes, comme si la flamme continuait à respirer sous la peau. Vous vous levez lentement, chaque geste semble nouveau. Tirez les rideaux, posez les pieds sur le sol froid, boire un verre d'eau, tout paraît plus vivant. Même la poussière dans la lumière a l'air de danser pour vous saluer. Dans le miroir de la salle de bain, vous croisez votre regard. Quelque chose a bougé. Ce n'est pas votre visage, c'est la façon dont vous le regardez. Moins de jugement, plus de curiosité, comme si, pour la première fois, vous reconnaissiez la femme dans la glace comme une sœur retrouvée. Vous vous rappelez la phrase de la vieille femme. Quand tu te sentiras brisé, touche la pierre. Mais il n'y a plus de pierre dans votre main, seulement la trace chaude, gravée quelque part à l'intérieur. Vous fermez les yeux, posez la main sur votre poitrine. Un battement, calme, régulier. Le feu est toujours là, pas flamboyant, juste présent. Vous préparez un café, mais ce n'est plus un réflexe, c'est un rituel. Le bruit de l'eau, l'odeur du grain moulu, la vapeur qui monte doucement. Vous vous dites « boire », c'est respirer debout. Et soudain vous comprenez, vous n'êtes pas revenu du passé. C'est le passé qui est revenu avec vous. Sur la table, vous remarquez une chose étrange. Une fine trace de poussière circulaire, comme l'empreinte d'une pierre qu'on aurait posée là. Vous passez le doigt dessus. Une sensation douce, presque tiède. Vous souriez et chuchotez « D'accord, je me souviendrai ». Dehors, le jour s'élargit. Le vent soulève les feuilles. Le monde respire lentement. Et vous respirez avec lui. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Chaque battement du cœur, chaque flamme du quotidien, cuisiner, marcher, sourire, devient un feu qu'on garde. Le soir, vous allumez une petite bougie sur le rebord de la fenêtre, pas pour prier, ni pour décorer, juste pour rappeler à la nuit que quelqu'un veille encore. La flamme vacille, danse, et dans son reflet vous croyez voir, l'espace d'un instant, le visage de la femme aux cheveux emmêlés. Elle ne parle pas, mais son regard dit « Le feu ne s'éteint jamais, il change seulement de gardien ». Vous fermez les yeux, l'air est tiède, votre souffle tranquille, et quelque part, dans une autre ère, une autre femme fait exactement le même geste. Elle souffle doucement sur les braises, et vous sentez sa main invisible protéger la vôtre. Il y a des matins où l'air lui-même semble parler, pas avec des mots, mais avec une douceur qui effleure la peau comme un souvenir ancien. Ce matin-là est de cela. Vous sortez sur le balcon, une tasse encore chaude entre les mains. Le vent glisse, pas fort, juste assez pour soulever une mèche de vos cheveux. Il porte des odeurs, terre humide, poussière de route, un peu de sel lointain. Et vous entendez, ou croyez entendre, des voix. Pas des voix humaines, mais un murmure collectif, comme des femmes qui soufflent en même temps, quelque part entre ici et hier. Vous fermez les yeux, le vent caresse votre joue, et soudain, vous sentez la même sensation que dans la grotte, quand la vieille frappait 3 fois le sol pour appeler la saison. Ce n'était pas un geste magique, c'était une façon de dire « Je t'écoute, monde ». Alors vous aussi, vous écoutez. Chaque souffle du vent devient une parole silencieuse. Vous pensez à tout ce que vous avez voulu retenir, les regrets, les visages, les mots qu'on n'a jamais su dire à temps. Et le vent, comme un tissage invisible, passe à travers vous. Il prend sans voler. Il efface sans punir. Une pensée traverse votre esprit. Et si tout ce que nous appelons perte était en fait le mouvement naturel de l'air, peut-être qu'on ne perd rien, peut-être qu'on libère simplement ce qui doit continuer ailleurs. Sur le rebord de la fenêtre, vous aviez oublié une plume, fine, beige, légère. Le vent la soulève, la fait danser quelques secondes, puis l'emporte doucement vers le ciel. Vous souriez. C'est parfait ainsi. Dans votre tête, une voix familière murmure, celle de la femme aux cheveux emmêlés, tout ce que tu laisses partir revient sous une autre forme. Même toi, vous répétez la phrase à mi-voix, comme un mantra, et à chaque mot, vous sentez un espace s'ouvrir dans la poitrine,
un espace où l'air circule librement. Vous vous asseyez par terre, le dos contre le mur, et laissez votre souffle se caler sur le vent. Inspirez, je reçois. Expirez, je rends. Rien à forcer, rien à prouver. Le corps devient instrument, l'âme, mélodie. Vous repensez aux femmes du passé, celles qui broyaient les racines, qui dansaient pieds nus, qui racontaient sans écrire. Peut-être savaient-elles déjà que le souffle est la première et la dernière prière. Respirer, c'est se souvenir qu'on appartient au monde. Le vent se lève soudain, plus vif. Une feuille sèche tourbillonne, s'écrase contre la vitre puis retombe. Vous ouvrez la fenêtre. L'air frais s'engouffre et avec lui, le parfum de la terre après la pluie. Vous chuchotez, emporte ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Laisse-moi ce qui respire encore. Et le vent, en guise de réponse, passe entre vos doigts comme une main invisible. Le soir, vous notez dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai appris à laisser le vent respirer à ma place. Vous souriez et refermez doucement le cahier. Dans le silence qui suit, on croirait entendre un chœur de femme souffler doucement, comme un écho à travers le temps. Il a plu dans la nuit. Au matin, le sol respire. L'air est dense, chargé de l'odeur de l'humus et du renouveau. Vous sortez, pieds nus, et sentez la boue tiède s'écraser entre vos orteils. Un frisson de vie vous traverse, comme si la terre elle-même reconnaissait votre pas. Tout est calme. Les arbres perlent de gouttes. Les oiseaux hésitent encore à chanter. Vous vous penchez, cueillez un peu de terre humide dans la main. La texture est familière, collante, vivante, tiède. Et soudain, vous vous souvenez, les femmes du passé, celles qui semaient les graines sous la pluie, qui couvraient les morts de pierres rondes, qui racontaient le monde sans jamais le posséder. Une voix intérieure douce comme le vent murmure « La terre garde tout ». Vous fermez les yeux, vous voyez les visages défiler, celle qui vous a appris à faire le feu, celle qui chantait en pilant les racines, celle qui riait quand la pluie tombait dans ses yeux. Elles sont là, sous vos pieds. Non pas mortes, mais transformées. Vous vous accroupissez, plantez les doigts dans la terre encore mouillée. Sous la surface, vous sentez une pulsation, une chaleur lente, profonde, ancienne. C'est le cœur du monde. Il bat depuis avant vous, et il battra encore longtemps après. Vous comprenez alors que rien ne disparaît vraiment. Tout se recycle, tout se transforme. Les peurs deviennent racines, les joies deviennent fleurs, et les souvenirs deviennent graines. Chaque douleur enfouie donne naissance à quelque chose de tendre. Dans un geste presque instinctif, vous creusez un petit trou. Vous sortez de votre poche un grain que vous aviez oublié, un de ces grains de 2 mains ramassés jadis près de la grotte. Vous le posez dans la terre, le couvrez doucement de vos paumes, puis, à voix basse, pour celles qui viendront, un souffle chaud vous frôle la nuque, comme une bénédiction. Vous levez les yeux, une nuée d'oiseaux traverse le ciel, formant une ligne mouvante, pareille à une cicatrice de lumière. Et dans ce mouvement, vous sentez le fil qui relie tout, le passé, le présent, le futur, comme une tresse invisible tissée par des mains patientes. Vous vous asseyez dans l'herbe. La terre colle à vos doigts, mais vous ne l'essuyez pas. C'est un sceau, un rappel. Vous appartenez à ce monde, et il vous appartient un peu aussi. Le soleil commence à percer. La lumière frappe la surface humide, créant un miroitement d'or et d'ombre. Et vous vous dites, si la terre garde tout, alors peut-être qu'elle me garde, moi aussi. Vous entendez encore la voix de la vieille femme. Ce que tu sèmes ne t'appartient plus, mais il te prolonge. Vous regardez vos mains sales, et au lieu de honte, vous ressentez de la fierté. C'est cela, être vivante, avoir les mains pleines de terre et le cœur plein de feu. Vous restez là, longtemps, à regarder la pluie qui recommence doucement. Chaque goutte qui tombe est une mémoire qui retourne à la terre. Et vous, vous êtes devenu une partie de cette mémoire. La nuit tombe sans bruit. Pas un vent, pas un cri d'oiseau, seulement la respiration du feu. Vous êtes revenu à la grotte, ou peut-être à un souvenir de grotte. La pierre autour de vous brille d'une lumière orangée, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter pour écouter. Les femmes sont là, assises en cercle,
leur visage baigné d'ombre et de flammes. Elles ne parlent pas, elles veillent. Chacune tient entre ses mains une braise comme un petit cœur vivant. La vieille, celle des saisons, fait un signe. Une à une, les femmes approchent leur braise jusqu'à ce qu'un feu unique jaillisse au centre du cercle. Le feu crépite, éclaire les regards, révèle les rides, les sourires, les cicatrices. C'est un feu de mémoire. La vieille parle enfin, sa voix rauque mais douce. Le feu ne nous appartient pas, il nous traverse. Il passe d'une main à l'autre, d'un souffle à l'autre. Elle vous regarde. Toi aussi tu le porteras un jour, pas dans les bras, dans le regard. Ceux qui te verront se souviendront, même sans comprendre pourquoi. Vous sentez la chaleur monter, non pas vers la peau mais vers la poitrine. Une chaleur lente, paisible, comme une promesse tenue. Vous tendez les mains vers le feu. Les flammes ne brûlent pas. Elles vous reconnaissent. Pendant un instant, vous croyez distinguer des visages dans la lumière. Toutes celles que vous avez croisées, la femme au rire clair, la mère silencieuse, la jeune fille aux yeux d'ombre, et au fond, la vôtre transparente comme la braise. Les femmes commencent à chanter, pas un chant appris, un souffle collectif. Leurs voix s'élèvent, s'enlacent, se fondent. Le feu répond, crépitant plus fort, comme s'il battait à l'unisson. Vous vous joignez à elles sans réfléchir. Votre voix d'abord timide, puis sûre, puis libre. Un chœur ancien, hors du temps. Un chant sans mots, mais qui dit tout. La peur, la tendresse, la fatigue, la survie. La foi tranquille de celles qui savent que la vie ne s'arrête jamais. Elle change simplement de forme. La vieille ferme les yeux, sourit, puis souffle doucement sur le feu. Les flammes s'apaisent. Elle ne meurt pas. Elle se replie comme si elle s'endormait. Elle dépose alors une petite braise dans une coquille de pierre et la tend vers vous. Emmène-la, mais ne la garde pas. Trouve quelqu'un qui a froid et donne-lui la lumière. Vous recevez la coquille à deux mains, tremblante, et la portez contre votre cœur. La chaleur vous traverse, et soudain, tout devient clair. Le feu n'est pas ce qu'on protège, c'est ce qu'on partage. Le cercle de femmes s'efface peu à peu. Leurs silhouettes se dissolvent dans la lumière. Seule la voix de la vieille reste suspendue, comme un souffle dans l'air. Tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter, nous ne serons jamais perdus. Le feu s'éteint lentement, ne laissant qu'une braise rougeoyante, palpitante, comme un cœur qui dort. Vous restez là, immobile, le regard noyé dans la lumière mourante, jusqu'à ce que la nuit referme tout. Mais cette fois, vous n'avez plus peur, parce que maintenant, vous savez garder le feu. Le feu se tait. Il ne s'éteint pas d'un coup. Non. Il s'endort, comme un animal rassasié. La grotte respire encore. Une lueur rouge glisse sur la pierre, épouse les formes, dessine des ombres douces, des visages que vous connaissez à présent par cœur. Vous êtes seul, ou peut-être pas. Les femmes ne sont plus là, mais leur présence reste suspendue dans l'air, comme la chaleur qui persiste longtemps après la flamme. Vous tendez la main vers les braises. La chaleur est tiède, humaine, presque une caresse. Et dans ce silence, vous entendez leur chant, si faible qu'il se confond avec votre propre respiration. Le feu s'éteint lentement. Chaque étincelle qui meurt est une pensée qui se pose, une peur qui s'apaise, un souvenir qui trouve enfin sa place. Vous sentez le monde redevenir simple. La pierre, la terre, l'air, le souffle, tout est là. Et cela suffit. Vous fermez les yeux, l'obscurité n'est plus une ennemie, elle est un refuge. Vous vous souvenez, le rire des enfants, le goût des fruits sauvages, la main calleuse de la femme aux cheveux emmêlés, le visage ridé de la vieille qui lisait le vent. Elles ne vous quittent pas, elles se sont simplement fondues dans le monde. Un frémissement d'air vous effleure la joue, léger comme une promesse. Peut-être le vent, peut-être une mémoire venue vous dire adieu, vous murmurez « merci ». Et dans ce mot, il y a tout, la reconnaissance, la paix et la tendresse de celle qui a compris que survivre, c'est aussi se souvenir doucement. La braise palpite une dernière fois. Une lumière, puis plus rien. Mais dans votre poitrine, quelque chose continue de brûler, tranquillement.
un feu minuscule, secret, que personne ne peut éteindre. Le silence reprend sa place, lentement, naturellement. Vous inspirez. L'air est frais, presque neuf, et tandis que vos paupières s'alourdissent, vous entendez votre propre cœur battre, ni plus vite, ni plus fort, simplement, présent. Alors vous laissez le monde se dissoudre, la grotte, les femmes, la terre, le feu, tout s'efface dans un murmure d'aube, et il ne reste que cela, un souffle, le vôtre, dort maintenant. Le feu veille encore quelque part.